Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le premier bloc version Before, celui du vendredi à 18h, rediffusion déjà à 20h. Encore une fois, raison sanitaire oblige, on ne va pas rentrer dans les détails. On ne se retrouve qu'au téléphone aujourd'hui en compagnie de Laurent Perroton. Bonsoir Laurent. Bonsoir à Christian Ponty et bonsoir à Filippo Frizzi. Messieurs, on ne va pas rappeler encore et toujours le principe du premier bloc, si ce n'est que l'on va évoquer un tout petit peu quand même ce qui va se passer ce week-end. Et déjà ce soir, il va s'en passer des choses importantes. Et comme d'habitude, Laurent, eh bien, on va vous laisser ouvrir les débats en nous donnant ce qui, pour vous, serait ou sera peut-être ou a été le point fort de cette semaine de hockey. Alors moi, je voulais parler, en profitant qu'il y ait notre ami du Tessin, je voulais parler un petit peu de Lausanne, de Elle et de Lugano, la Champions League, où j'ai vu votre édito et moi j'étais extrêmement en colère, j'ai regardé les matchs. Contre les moi clubs romans. Non, j'étais extrêmement en colère contre les clubs suisses. Non, contre votre édito, j'étais complètement d'accord. Les clubs romans, évidemment, avec les rencontres de ce soir. Et puis, un dénommé Pierre Chervet, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est le chef matériel des Canadiens de Montréal qui a écrit un livre et je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que j'ai trouvé ça vraiment scandaleux. Alors, on reparlera de ça tout à l'heure. Christian. D'abord, championnat suisse. Moi, je dirais que Lausanne HC, le mal est plus profond parce que le match contre Cloton, on a pu voir des choses. Il y a quelque chose qui ne joue pas dans cette équipe et ça va être très compliqué de redresser là-bas. Ensuite, j'ai trouvé que Lugano a gagné en stabilité. Ça, c'était un point intéressant. Et puis, c'est quand même aussi un sacré renouveau du côté de Lugano. Et moi, je vais aussi parler de Champions League, mais de Zug, qui a fait une démonstration éclatante et puis qui a fait autant les autres équipes n'ont peut-être pas joué le jeu ou se sont ratés, autant Zug a fait honneur au championnat suisse. Et je pense qu'ils ont mis un sacré score à Munich, qui est largement en tête de la DEL. Et ça dénote deux choses. La première, c'est que le championnat suisse, visiblement, le niveau a encore élevé. Ça, c'est une chose qui est claire. Et puis, je pense qu'on va en débattre, mais je pense que la manière dont ils se sont qualifiés était juste remarquable. Et à votre tour, Filippo Frizzi, quelque chose de particulier dans votre mémoire ou quelque chose de particulier à évoquer pour le futur? Non, rien spécialement. Lugano, le dernier match, et c'est vrai, il a gagné en stabilité, mais c'est vrai que c'est, selon moi, ce qui arrive après la pause. Gianni Nassi a pu travailler presque 2 semaines avec l'équipe, puis comme je te disais, le Daniel Carr qui est revenu, alors cette équipe qui est, sans casque, mais quand il a joué, le Finlandais n'a pas démontré sa valeur. Alors enfin, tu vois, Lugano est en train de chercher, on dit chez nous, la quadratura, ça veut dire l'équilibre et tout ça. Mais évidemment, le match qui sera très important, c'est celui de ce soir à Fribourg. Alors, on évoquera évidemment ce match tout à l'heure. De mon côté, j'avais effectivement retenu la Champions Hockey League parce qu'il y avait de quoi un petit peu s'énerver quand même. Je vous propose peut-être d'entamer les débats avec cette thématique-là. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas effectivement lu sur le site planethockey.com ma prose, eh bien, simplement, je me fâchais un peu contre le fait que ces équipes de Suisse qui s'annoncent avec les plus beaux contingents d'Europe et qui se voient grosses comme des éléphants, et bien ces équipes de Suisse, mis à part Zug, n'ont absolument pas assumé. Et il ne suffit pas d'avoir les meilleurs étrangers d'Europe pour finalement venir s'imposer au niveau européen. Et c'était un petit peu un coup de gueule que vous partagez alors visiblement, Laurent Perroton.
Exactement. Alors moi, je vais aller dans l'ordre. Hein. Je vais aller avec Davos. Davos, pour moi, c'est OK. Ce qu'ils ont fait, c'est OK parce que j'ai vu les deux matchs. Ça s'est joué à pas grand-chose. Malheureusement, une lame de patin d'un gardien. Là, c'est vrai qu'ils étaient complètement dans le match. Ça les a un petit peu tués, ce goal. Ils ont pris le 2-1, ils sont revenus à 2-2. Mais franchement, ils ont donné la pleine mesure et c'était vraiment, ça s'est joué à rien du tout. Ils ont joué pour gagner. Ensuite, Fribourg extrêmement fâché. Dubé a dit dans La Liberté que le problème du hockey suisse et de la Champions League, c'est que la plupart des joueurs et des clubs n'étaient pas intéressés à cette compétition. Et je suis complètement d'accord avec lui. Quand j'ai vu le match contre Fribourg et le match de Zurich, hein, je reviens sur les deux équipes qui ont joué contre des équipes nordiques, c'est très très clair. C'est qu'ils quadrillent la zone neutre, ils gardent le contrôle du centre de la glace, etc. etc. Et du coup, il faut faire des efforts. Il faut mettre le puck au net, aller dans la peinture, faire des déviations, etc., etc. Et du coup, là, du côté de Fribourg, bah, on a laissé la rencontre se dérouler. On a eu beaucoup d'occasions, mais on a joué complètement extérieur. Et le goal significatif, c'est en prolongation. On est en prolongation. On a Berchi, Motet et Yecker sur la glace. Berchi attaque le net. Comment il s'appelle? Motet a le puck. Il peut faire le contour de la cage, il veut quand même prendre un shoot. Il y a un 2 contre 1, on prend le goal par Imonen qui a plus de 40 ans. Donc moi, j'étais furieux. Et puis ensuite, pour parler de Zug, ils ont joué contre des videurs de saloon. Ça a joué physique, même quand c'était réglé, ils ont continué à mettre des checks. Ils sont énormes, les Allemands. Et ils ont été au combat, ils ont posé les gants quand il fallait. Et ils ont montré, moi, là, j'ai vu du grand Zug parce qu'ils ont montré que physiquement, ils étaient capables de répondre à une grosse équipe d'Allemands. Et du coup, en championnat et lors des playoffs, on va pouvoir compter encore de nouveau sur eux parce qu'ils étaient vraiment très, très, très solides. Donc voilà un petit peu Moi, j'étais vraiment très, très déçu de voir qu'on n'a qu'une équipe qui passe en quart parce que j'estime qu'intrinsèquement, et je parle là, surtout de Zurich, Zurich a été très arrogant dans le jeu, des mauvaises pénalités à des mauvais moments. Des turnovers, des contre-attaques avec des surnombres. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec Dubé. Le jour où les clubs suisses et les joueurs suisses vont commencer à se mettre les doigts dans la prise en se disant on veut gagner la Champions League, on va peut-être y arriver. Ouais. Alors, moi, justement, pour revenir à ça, je trouve que c'est très intéressant le parallèle entre Zug et Fribourg. Parce que pour moi, ce qui était clair, c'est que moi, j'avais mis en titre pour Zug, diriger, c'est prévoir. Voilà. Bon exemple, ils sont allés chercher Abdelkader. Il n'est pas prêt, mais on sait très bien pourquoi il est venu. Et justement, Zug, depuis le retour de la équipe de Suisse, ils sont de retour aux affaires. Et ils sont surtout de retour aux affaires. Physiquement, c'était exactement comme Laurent dit. À un moment donné, Munich était dépassé. C'est des gros bonhommes. Hein. Alors justement, le parallèle intéressant avec Fribourg, c'est que l'année passée, Fribourg s'est fait sortir par Munich. Par quoi? Par le jeu physique de Munich. Alors que Zug, ils ont juste accéléré le jeu, ils ont été tapés dans l'art quand il fallait, ils ont répondu présent. En parenthèse, pour ceux qui ont encore des doutes sur l'importance d'un gars comme Herzog, j'espère que vous avez vu le match contre Zug, qui était juste incroyable. Le gars, tu peux lui mettre des checks, tu peux le faire, mais quand c'est important, même chose pour Giannoni, Hoffman, très bon, très bon. Zug remonte en force, mais surtout, ils n'ont pas paniqué quand ils ont eu leur trou. Et moi, je trouve qu'ils se servent très bien de la Coupe d'Europe pour se rassurer, pour montrer, et on a très bien vu que c'est une vraie équipe de playoff. Et le problème, je pense, de Fribourg, c'est que ce n'est pas une équipe de playoff au sens guerrier. Et puis, je pense aussi problème historique. Je pense que Zug est très fort, c'est qu'ils sont en train d'envoyer des messages à tout le monde, y compris Genève. Parce que moi, j'ai vu le match avec Laurent à Genève où Zug s'est fait tourner autour. Ben voilà, la réaction est là. Et je veux quand même dire une chose parce que Munich, ils sont largement en tête du championnat allemand. Hein, ils ont 7 points d'avance sur le deuxième. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu qu'ils étaient dépassés par la vitesse, par le rythme? Ils ont essayé de frapper. Et qu'est-ce qui s'est passé? Zug a répondu. Ils n'ont pas paniqué. Et derrière, ils ont encore marqué. Moi, je pense que Zug est de retour plus que jamais aux affaires. Et le championnat va encore changer. Je parle du haut du classement. Finalement, c'est le réveil au bon moment. Et eux, ils ont bien utilisé justement cette Coupe d'Europe. Et je pense qu'actuellement, au niveau européen, c'est eux qui ont donné l'exemple. Mais ça prouve aussi que pour moi,
avec Genève qui joue pas la Coupe d'Europe, c'est clairement la meilleure équipe en ce moment. Ouais. Philippe Auffretier, c'est bien la preuve, on entend dans ses commentaires que Zug n'est pas champion de Suisse pour rien non plus. Hein. Non, moi je te dis, j'ai la chance de voir presque beaucoup de fois soit Grégory Hoffmann, soit Simeon, et les deux Tessinois, ça veut dire Simeon, il habite très proche de moi au Tessin. Mais c'est vrai qu'on parle, disons, Zug, cette année, a l'objectif d'arriver en finale de Coupe d'Europe. Et le match qu'on a eu, selon moi, c'est la claire démonstration que maintenant, eux, ils sentent que le classement du championnat suisse, ça va encore bouger. Et alors, ils ont décidé de mettre toutes les énergies dans cette Coupe Europe. Et selon moi, c'est vrai, Zug, c'est peut-être la plus européenne des équipes suisses. Ouais. L'Europe qui ne marche pas très bien avec les clubs suisses. Savez-vous, messieurs, que des 14 clubs que nous avons actuellement dans l'élite, 12 ont déjà participé à la Champions Soccer League depuis qu'il y a cette nouvelle version. Seuls 2 ne l'ont pas encore fait, c'est Ajoie et c'est Langnau. 12 équipes, 12 semi-échecs, on peut le dire quasiment, quoi. Moi, je trouve que ça s'améliore au fur et à mesure des années, mais cette année, on a encore moins d'excuses parce qu'on peut utiliser tous les étrangers à disposition. Donc, Fribourg peut jouer avec 7 étrangers, par exemple. Donc, moi, je trouve que c'est juste une préparation mentale. Et puis, je reviens à ce que je dis depuis souvent, c'est qu'on a des excellents joueurs en Suisse, on n'en a pas assez. Il manque un petit peu de concurrence par rapport à des équipes des pays comme la Finlande et la Suède. Et surtout, lorsque ça devient important, on se cache un petit peu. On joue à l'extérieur. Et quand tu joues contre des équipes nordiques, tu es obligé d'aller dans la peinture. Lorsqu'ils ont fermé le contrôle du centre de la glace, tu dois jouer avec tes défenseurs, qu'il y ait des shoots d'en haut et mettre de la présence devant la cage. Et Fribourg a fait des super rushs, des super jeux, des cycling derrière la cage, mais on n'attaque jamais le net. On n'attaque jamais le net. Et c'est comme ça que tu dois marquer. Et moi, j'étais sûr qu'ils allaient perdre parce que eux, ils sont organisés tactiquement, ils étaient moins forts intrinsèquement, individuellement. Et ils ont attendu la situation favorable. Ils ont eu un 2 contre 1 et c'était goal. Et c'est comme ça qu'ils sont champions du monde. C'est comme ça qu'ils sont champions olympiques. C'est comme ça que les Suédois aussi sont toujours dans le top 4. Et ça, on le sait. Sauf que nous, dans notre mentalité, il y a un petit peu trop de confort. Et vraiment, je redis ce qu'a dit Dubé. J'ai trouvé qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas concernés. Vraiment pas assez concernés. Bah oui. Tu joues la Champions League, tu peux gagner le titre de champion d'Europe. Vas-y mon ami. J'ai donné l'exemple de Kouokanen qui se contente d'un tir du poignet alors qu'il avait beaucoup mieux à faire sur une action qui aurait pu amener un but fribourgeois. Puisque l'on parle de Fribourg et des problèmes offensifs de Fribourg, on va peut-être enchaîner sur le match de Gotteron de ce week-end, enfin d'aujourd'hui. C'est un Fribourg-Lugano qui n'est pas inintéressant. Alors bon, si on prend les remarques de Dubé après le match perdu en Coupe d'Europe, Dubé s'est borné, il était fâché, mais il s'est borné surtout à dire pour gagner, il faut marquer. Marquer. Et en fait, Fribourg n'y arrive pas. Alors, vous l'avez dit, c'est une question peut-être d'état d'esprit, une question, je ne sais pas, parce que le potentiel, il y est. Alors, pour ce match entre Fribourg et Lugano, encore une fois, le but, ça sera pour Fribourg de marquer un but de plus que Lugano. Et ça s'annonce pas très bien, en fait. Fribourg retombe dans ses gros travers du début de saison, mais pourtant, cette fois-ci, il a tout son personnel à disposition. Ouais, alors justement, ce qui est intéressant de voir aussi, justement, c'est qu'en ce moment, comme je le disais au début, Lugano, en termes de système, ils sont en train de vraiment se mettre en place, et la confiance monte. Et justement, après un match de Coupe d'Europe où tu peux planter, ta confiance, elle est en bas. Et c'est là que tu as des joueurs qui doivent se lever dans le vestiaire. Donc, qui sont les joueurs qui sont capables de se lever dans le vestiaire à Fribourg? Il y a un énorme point d'interrogation. Et malheureusement, on revient à chaque fois à dire, dans ces moments-là, l'année passée, comme ça n'allait pas, c'était tout lui qui allumait la mèche. Et en fait, c'est lui qui rendait bon les Sprunger, les Motet, etc. Et cette année, il n'y a pas de Dido. Pour l'instant, j'en vois pas. En tout cas, dans les moments difficiles. Après, il faut laisser une chose. Le système défensif de Fribourg les a tenus parce qu'ils ont marqué peu de goals, mais défensivement, ils ont bien tenu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de l'autre côté, à Lugano, le système défensif est en place, et puis notamment, il faut aussi le dire, le gardien Koskinen, depuis un moment, il est en train de vraiment être exceptionnel. Donc, je pense que ça va être très intéressant, mais la confiance
en tant que telle, notamment Arcobello et autres, elle est plutôt du côté de Lugano en ce moment. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord avec Christian, mais le seul problème qu'il pourra avoir Lugano ce soir, c'est lié aux conditions physiques de Arcobello. Parce que c'est vrai que Arcobello a progressé. Bon, il était le premier qui avait parlé contre McSorley. Puis il s'est pris ses responsabilités, puis il ne marquait pas. Dès qu'il a commencé à marquer, il joue avec Granlund. Là, ça commence à être un super bloc. Et puis après, si tu me donneras 30 secondes, je parlerai de Granlund parce que lui, il est arrivé à Lugano, disons, c'était pas l'enthousiasme. Selon moi, c'était faux parce que c'est un super joueur. Il est un super gars aussi parce que tu connais les Finlandais, sont des mecs qui sont entre guillemets presque les Suisses allemands. Ça veut dire qu'ils sont concentrés, ils vont jusqu'au but. Et Lugano sans Arcobello pourra perdre quelque chose. Hier, j'ai vu les entraînements. Lui, ils sont entraînés avec la blouse rouge. Ça veut dire les blessés. Et selon moi, ça sera très intéressant pour savoir si Lugano va perdre l'équilibre ou pas sans Arcobello. Ben c'est vrai que Sterling, Granlund, Connolly et Arcobello ont quand même fait des grandes différences. Ils amènent aussi des situations spéciales parce que quand ils ont le contrôle du puck et surtout en utilisant cette largeur avec les défenseurs qui rentrent, qui permutent, etc. J'ai vraiment trouvé bon contre Berne. Ils ont confirmé contre Langnau. Du coup, nous, on connaît très bien Luca, donc on est content aussi qu'un jeune entraîneur suisse puisse continuer à faire ses preuves et à gagner contre des entraîneurs qu'on a été chercher de renom à l'étranger. Donc ça, c'est un bon signal pour la formation des entraîneurs en Suisse. Et puis ensuite, c'est vrai que l'équilibre, il peut être fragile. Hein. Kaski, comme tu l'as dit au début, Filippo, il a pas fait un bon début de saison, donc c'est pas grave. Il y a Kalle Anderson qui est revenu, il y a Latalo qui va un petit peu mieux, donc ça va jouer. Maintenant, leur premier trio, il est très très bon. Il fait des différences avec des profils différents justement. Et le fait qu'Arcobello il joue ce soir ou pas? On sait ça? C'est affirmatif ou? Jusqu'à hier matin, ils sont entraînés avec la blouse rouge et les possibilités étaient pas beaucoup. Mais tu vois, on connaît très bien Arcobello et selon moi, ma sensation, c'est ce qui sera là ce soir. Ok, donc là, c'est un vrai test pour Fribourg parce que on a vu Berne, hein, ils n'ont pas touché le puck avec un nouvel entraîneur. Il faut mettre les choses en place, mais Lugano il utilise très 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 bien sa patinoire. Maintenant, à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Ils ont gagné un seul match à Lausanne. Et Lausanne, c'était vraiment pas un beau match, les deux équipes, hein, mais ils ont gagné. Donc ça les a mis un peu en confiance et lancé sur cette série de victoires. Maintenant, on va voir contre un adversaire difficile, parce que Fribourg à domicile avec le public, c'est quand même difficile. Après l'échec, on sait qu'ils rebondissent toujours après des échecs, et Dubé est assez dur dans les propos. Donc là, on sait que ce soir, ils vont venir fort. Donc on verra un petit peu. Là, c'est un vrai test pour Lugano ce soir. Ouais, Christian Ponty, si on regarde les derniers résultats de Lugano, c'est vrai que c'est quand même 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Hein, Lugano qui a battu d'abord Ambré Piotta, ça a peut-être été d'ailleurs le déclic, hein, le fameux derby tessunois. Ensuite, Lugano a perdu contre Cloton, mais ensuite a quand même aligné des victoires contre Bienne, contre Lausanne, contre Berne et contre Langnau. On sent quand même que l'équipe est en train gentiment de retrouver un niveau acceptable. On va dire ça comme ça. Ouais, moi, je trouve surtout que l'équipe, elle revit parce qu'elle ne vivait pas. En fait, moi, je me rappelle, je suis tombé sur des archives qu'on a discutées à la Vallée de Joux quand on a fait notre première émission ensemble, Philippe. On avait fait des pronostics. Et moi, j'avais dit Lugano dans les 4 à une condition, c'est que ça se passe bien avec Chris. Et c'est tout de suite parti en sucette. Et en fait, voilà, typique, une équipe qui ne carbure pas tes meilleurs joueurs, parce que finalement, Arcobello, c'est un peu le Dido de Lugano. Et finalement, lui, quand il marque, c'est la température de l'équipe. Et quand tu te mets ton meilleur joueur ou ton joueur le plus important à dos, tu le perds, ils l'ont perdu assez rapidement. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'effectivement, bon, ils ont nommé Luca, Gianni a dit, mais ils n'ont pas dit tout de suite qu'il y avait déjà en fait un mentor qui allait venir. Tout le monde a crié au scandale. Et ce que je trouve très bien, c'est que finalement, la décision, alors il y a toujours un risque, mais finalement, le risque de mettre un jeune entraîneur de 29 ans, est-ce qu'il est
plus grand que de garder un entraîneur qui était obsolète. Moi, je pense que non. Et la preuve, c'est en train de payer. Et ça, je dois dire que peut-être que je pense, mais je peux me tromper, mais je pense que Luka, quand il a accepté le poste, il savait déjà qu'il allait demander à l'Atalo et ça change tout. Ça donne un équilibre, et puis tout le monde a la joie de jouer. On sent que ça vit dans ce vestiaire. Moi, j'ai une question pour Filippo sur les déclarations du défenseur Muller. Sur la dernière, il y a un article qui est sorti au Tessin sur ses déclarations sur Max Orley. Comment ça a été perçu et comment tu l'as vécu toi? Comment tu l'analyses? Ce qu'il a pu dire, c'était étonnant que ce joueur-là ait des déclarations aussi dures sur Max Orley. Si, moi, j'étais étonné aussi parce que bon, le gars n'est pas un qui part toujours avec la presse, n'est pas quelqu'un qui va chercher la polémique ou comme ça. Mais c'est vrai que lui, moi, j'ai lu les déclarations en réfléchissant beaucoup parce que lui, comme je te disais, il n'est pas un qui va parler mal de l'équipe et comme ça. Mais c'est vrai que si ce qu'il a dit, c'était réel, je ne comprends pas le choix des dirigeants de Lugano. S'il y avait déjà ces problèmes en été, et les problèmes, comme dit Müller, étaient les entraînements faibles, disons comme ça, pas légers, des choses comme ça, je dis, bon, pas adapté, ouais. T'es un dirigeant, tu dois quand même intervenir. Et selon moi, Vicky Mantegassa et le staff de Lugano n'ont pas eu le courage de, disons, tu vois, il est arrivé, on avait dit il y a 3 ans, il faut arriver avec lui au but, et comme ça c'était une défaite, même pas en étant commencé. Alors, à la fin, ils ont choisi Giovinazzi en disant que lui, il était quand même désigné coach de Lugano. Mais enfin, moi, ce que j'ai apprécié, je suis Lugano depuis 1986. C'est peut-être la première fois, après Gio Mantegassa, avec sa fille, qu'on a pris une décision courageuse. Ouais. Messieurs, pour tous ceux qui n'auraient pas lu la presse tessinoise, il y en a quand même quelques-uns. Peut-être Laurent, en 2 mots, vous résumez le propos de Muller ? Le propos de Muller, c'est que en fait, pour lui, le coach était obsolète. C'est-à-dire que les entraînements d'été et puis les entraînements sur glace ressemblaient plutôt à des warm-up et à des morning skates du samedi matin. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup d'intensité, pas du tout adapté au hockey moderne et au système de jeu. C'est-à-dire qu'on était plutôt dans des systèmes un petit peu archaïques et puis surtout dans l'intensité des entraînements, etc. Et quand on analyse un petit peu les résultats de Lugano et qu'on a vu jouer Lugano en début de saison, moi j'avais l'impression d'avoir une équipe de vétérans complètement obsolète qui avait pas de skate, qui avait pas d'intensité, pas de vie. Et du coup, ça reflète un petit peu les entraînements et ça reflète ce qu'a dit Muller. D'accord, ouais. Voilà, comme ça on est un peu plus au clair, tout le monde est un peu plus au clair. On va conclure avec ce match entre Lugano et Fribourg. Tout à l'heure, on a dit que Dido, c'était le maître à penser à jouer du côté de Berne. Arcobello, c'est celui du côté de Lugano. Alors pour Fribourg, quel est celui qui théoriquement devrait être le successeur de Di Domenico ? Apparemment pas Rask, puisqu'il est de nouveau dans la tribune. Donc qui ? C'est Sorensen qui l'a remplacé numériquement, mais c'est pas du tout le même profil de joueur et c'est pas du tout le même caractère. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui aux étrangers. Ils sont très très bons. Mais voilà, c'est pas parce que tu as été en NHL ou que tu as joué dans les meilleurs clubs européens, en KHL, etc., que tu vas faire des différences en Suisse. Il faut aller aussi là où ça fait mal. Il faut arrêter de jouer extérieur. Fribourg est l'équipe la moins pénalisée, mais c'est l'équipe qui joue la moins physique. Et moi, ce qui m'a vraiment énervé en Champions League, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de chercher des systèmes élaborés. Quand tu rentres en zone et que c'est fermé, tu fais le tour de la cage. Et puis, si tu peux pas rentrer dans la peinture, tu la donnes au défenseur. Ça part à la cage et tu dois gagner tes duels devant la cage pour jouer le premier puck, le deuxième, voire le troisième puck. Et c'est comme ça que tu marques des goals. Ouais. Et Dubé, c'est exactement ce qu'il a dit. Et là, pour moi, cette équipe, elle a des très bons joueurs, mais il y a beaucoup trop d'artistes et pas assez de plombiers. Et donc là, tout le monde doit j'ai revu le mauvais Berchi. Berchi, il a fait un excellent début de saison, mais là, il a commencé à porter le puck, aller dans tous les sens comme il faisait à Lausanne et être vraiment
productif. Donc là, il faut que ce soir, s'ils veulent gagner contre Lugano, parce que maintenant, ils sont pas mal en zone neutre, ils défendent bien, ils jouent très très bien les contres, tu auras un peu moins la possession du puck, il va falloir mettre des goals sur des déviations et des rebonds. Et Connor Hughes, il va pas faire des miracles toute la saison. Donc il a été encore très bon en Champions League ce mardi. Ouais, et justement pour vraiment conclure sur le sujet, on va quand même aussi écouter Christian Ponty à ce sujet-là. Moi, je remarque d'une chose, on parle beaucoup des étrangers de Fribourg, hein, Sørensen, Kuokkanen, Rask et compagnie, mais finalement, on parle très peu de deux autres étrangers qui apparemment eux donnent satisfaction. C'est Desharnais et c'est Gunderson. Et c'est vrai qu'on les écarte complètement du débat. Il faudrait aussi quand même revenir sur la qualité de leur performance, Christian et Laurent. Moi, je vais juste parler des Desharnais. Début de saison difficile, c'est un peu mieux dans la jouerie, mais moi, c'est Vagno et Gunderson pour moi, les deux meilleurs étrangers. Vagno, il gagne ses duels, il fait ses super passes. Gunderson, il est très bon offensivement, défensivement, il est bien accompagné. Donc, eux, ils font leur job. Eux, il n'y a pas de problème. C'est la Légion étrangère et les joueurs suisses qui ont été tous re-signés et qui, par rapport à leurs statistiques la précédente saison, c'est insuffisant. Ça ne va pas, c'est insuffisant. Il faut que tout le monde élève son niveau de jeu à l'offensive parce que aujourd'hui, ils sont très très mal classés au niveau de l'offensive et en Champions League, et ben là, ils perdent le match sur l'offensive. Tu peux pas gagner des matchs en marquant aussi peu de goals. Oui, Christian. Ouais, juste, une fois de plus, Fribourg a de la peine à aller où ça fait mal. Et c'est là que tu gagnes les matchs importants, et surtout quand tu as une période de doute. Et l'autre chose, Desharnais est bon, mais dans son rôle. Desharnais, c'est pas un gars qui va te mettre une tonne de goals. Il est bon dans son rôle. Le problème, moi, je suis presque plus déçu d'un Kuokkanen. Parce que Kuokkanen, s'il n'avait pas ce côté un peu égoïste, c'est un excellent joueur. En début de saison, il était excellent. Mais il a perdu de la vitesse parce qu'il a trop joué pour sa pomme, je pense. Et ça a franchement énervé Dubé. Il avait sur le fond, je pense qu'il avait raison. Et moi, je pense que la meilleure arme de Fribourg, c'est Dubé. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de secouer le prunier quand il faut. Et là, il le faut, parce que là, ils doivent donner une réaction après ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. Et puis, il s'en sort toujours avec son système défensif. Mais jusqu'à quand ça va suffire? Bien, messieurs, on va conclure donc sur ce chapitre-là. Je vous rappelle que vous écoutez le premier bloc, encore une fois dans des conditions techniques un peu particulières puisque nous n'avons pas pu nous réunir. Résultat, eh bien, nous sommes toujours avec Laurent Perroton, avec Christian Ponty, avec Filippo Frizzi. On tourne maintenant la page de ce match entre Lugano et Fribourg. On pourrait peut-être, je ne sais pas, parler de la future rencontre du Lausanne Hockey Club, messieurs. Pourquoi pas? C'est intéressant, ça. Alors, vous vous rappelez, lundi, on a parlé de ça, on a dit qu'on allait jouer physique à la prochaine émission. Et là, je vais jouer extrêmement physique. Parce que là, maintenant, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Mais vraiment, il faut arrêter. Mercredi matin, j'étais à la Vaudoise Arena et j'ai rencontré des fans du Lausanne Hockey Club, des amis à moi. On s'est limite disputé. Parce que je crois que les gens, ils sont à côté de la plaque et en fait, on raconte des tas de choses, mais la réalité du terrain, c'est la réalité du terrain. Aujourd'hui, on joue contre Cloton. On perd 1-0. Dans les 7, de la 50e à la 57e minute, on prend 4 pénalités mineures. On est l'équipe la plus indisciplinée du championnat avec 311 minutes de pénalité. La deuxième équipe la plus pénalisée, elle a 254. Vous voyez un petit peu la marge. Fribourg qui a un tiers de ces pénalités-là, qui est dernière du championnat. Donc là, c'est un vrai problème. Après, on parle beaucoup de ce match-là. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que on parle du recrutement, on parle beaucoup de Svoboda et on attaque tout le temps Svoboda. Donc, moi, j'ai quand même pris les devants et j'ai une personne interposée qui est amie avec Svoboda et je lui ai posé des questions. J'espère que j'aurai un retour là-dessus parce que ça commence vraiment à me courir sur le haricot là. Quand on parle de Kenin, Salmon, Genasi, Pedretti, Ugli, on parle d'environ 2 millions, certains 2,5 millions avec les voitures, les contrats faire, etc. Mais quand je vois jouer Cloton et que je vois sur la glace Simic, Bougro, quand je vois jouer Rapperswil avec Baragano, Vuardou, quand je vois jouer Langnau avec Diem qui a été formé au club, c'est 5 joueurs formés au club, ces gens-là, on estime à peu près à 800 000. Et puis après, on se plaint que les étrangers ne sont pas performants, mais avec cette masse salariale-là, c'est difficile de trouver des étrangers du niveau des étrangers de Genève. Et ce que je veux dire par là où je veux en venir, c'est que les Simic, Bougro, Baragano, Vuardou, ils étaient là il y a quelques années. Et Svoboda, il n'était pas là. D'accord? Donc, ça veut dire que ces gens-là, on les a laissés partir. Et la responsabilité, elle n'est pas qu'à une seule personne. Elle est au board,
elle est au directeur sportif. Et aujourd'hui, quand j'entends les déclarations de Ward en disant il faut qu'on soit plus discipliné, ah bah oui, ça on s'en est rendu compte. Quand j'entends les déclarations de Boson qui dit oui, on a les fils qui se touchent et il faut qu'on revienne à la normale et qu'on arrête de prendre des pénalités. Juste pour info, à l'intérieur du vestiaire, il y a des infos qui ressortent. Le match contre le Langnau, pour la première fois, il y a des joueurs qui se sont levés contre Kenins parce qu'il avait pris des mauvaises pénalités. Parce qu'à l'époque, c'était quand même le fils de Svoboda, il faisait ce qu'il voulait. Il a voulu dropper les gants et se battre avec ses coéquipiers. Donc ça veut dire que, en fait, cette équipe-là, il y a beaucoup de joueurs qui sont individualistes, qui pensent qu'à toucher, c'est la politique de la terre brûlée, qu'à toucher leur argent et qui pensent absolument pas au club. Il y a un égocentrisme exacerbé et je crois que Ward, en étant très fédérateur, en comprenant les joueurs, en emmenant les bières après les matchs, en étant très très cool avec les joueurs, et ben à un moment donné, il va falloir taper le poing sur la table. Et ce soir, s'ils perdent à la joie, il faut amener des vélos dans le bus et puis ils vont rentrer en vélo. Parce qu'il faut arrêter d'être gentil là. Il faut arrêter d'être gentil parce que ça commence vraiment à suffire. Et quand j'ai vu ce match-là, moi, je me suis imaginé payer un abonnement toute l'année, payer mes soirées avec mes gamins 200 balles par soirée pour aller voir cette équipe qui en a rien à foutre du maillot. Ils en ont rien à foutre du maillot. Et là, c'est une minorité. Je parle pas de la totalité de l'équipe. Mais n'empêche que là, maintenant, il faut que du côté de Lausanne, on commence à se réveiller. Bon, Christian, on va laisser Laurent Perrotto descendre un peu les tours, mais c'est vrai que ces remarques sont justifiées. Hein. Quand on analyse tout ça, Laurent, il a mis le doigt vraiment là où ça fait mal, quoi. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser de ce LHC qui a un potentiel qui est inutilisé ou qu'on ne veut pas utiliser ou qu'on ne peut pas utiliser. Je ne sais plus quoi dire. Moi, je vais faire un petit parallèle avec ce que vient de dire Laurent. Imaginez une seconde, Dubé, entraîneur du LHC. Je pense que c'est le début de la troisième guerre. Tomlinson, par exemple. Non, Dubé parce que c'est un gars qui monte dans les tours et puis qui vit aux émotions. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'émotion, c'est que chacun pour sa gueule et ça se ressent quand même. Après, j'ai vu encore dans les nouvelles qui font aussi monter les tours. Là, j'ai l'impression qu'on continue. Et puis là, je suis pas sûr que ce soit Ward, mais j'ai vu qu'il parlait peut-être d'engager un gardien étranger. Alors, avant de dire des bêtises comme ça, il faudrait déjà commencer par remettre Toby sur les rails, premièrement. Et ça, c'est le rôle du coach. Toby n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Ouais, Laurent, je ne sais pas si vous l'avez vu. Attends, juste Christian, juste rajouter. Vous avez vu qui c'est qui a joué pour Cloton? Jurkirchen. Il était où avant? Boltheiser à Langnau, il était où avant? Avant d'aller chercher des gardiens étrangers, garde tes bons gardiens suisses et puis arrête de nous prendre pour des imbéciles. Bon, visiblement, c'est ce qu'ils vont faire parce que si Pounanovs sera évidemment le numéro 1 aujourd'hui, le numéro 2, ça sera Östlund et puis demain, pour le match de demain, le numéro 2, ça sera, Evan Huet. Ouais, ça c'est OK. On va quand même dans la filière, là. Là, on est dans la filière. Non, mais attends, je veux juste répondre là-dessus. Evan Huet. Mais c'est très, très bien, c'est un signal fort. Mais pourquoi le dernier match, on a été chercher Cervinho, qui est un gardien de Chaux-de-Fonds, qui a joué sa carrière en Elite B, qui est deuxième gardien en Ligue B, alors qu'on a des gardiens à Lausanne? C'est quoi le signal que tu renvoies? renvoies? Mais là, c'est pas Svoboda, là. Donc, faut arrêter de mettre tout sur la faute de quelqu'un, alors qu'il y a des choses qui se passent depuis des années, et on en est là à cause de l'ingérence et l'incompétence de certaines personnes depuis des années. Bon, allez, citons tout de suite John Foos. Allez, citez John Foos, dites-le carrément. Ah non, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Lorsqu'on signe des gros contrats à des joueurs, je pense que le président, il est quand même au courant. Le président et le CEO, ils sont quand même au courant. C'est eux qui disent oui ou non. Oui, on est d'accord. Donc, il n'y a pas que John Foos. Il y a le board, il y a tout l'ensemble de la direction sportive et du mouvement junior. Quand je vous parle de Baragano et de Vuardou, et quand on parle des problèmes défensifs et qu'on est obligé de jouer avec Holdener, qui est un attaquant de formation en défense, et qu'on va chercher un Sigler, il ne serait pas bien ces deux gamins-là? Il ne serait pas bien ces deux Lausannois en train de jouer à Lausanne? Donc ça, c'est des années d'incompétence. Je suis désolé. Ouais. Vous voyez, Filippo Frizzi, la commedia dell'arte, c'est pas seulement chez nos amis latins. On retrouve aussi certains rapprochements entre ce qui s'est passé à Lugano à l'époque et le Lausanne Hockey Club d'aujourd'hui, non? Oui, même si pour moi, voir Lausanne comme ça me fait mal. Tu sais,
Moi, j'ai étudié à Lausanne et j'étais là pour quand LHC est revenu en Liga et je suis déçu de ça. Mais la chose qui me serait intéressante, Laurent, c'est voir si Lausanne ne gagne pas ce soir à Porrentruy. Moi, j'aurais bien voulu voir une vidéo des mecs qui descendent depuis Porrentruy jusqu'à Lausanne en vélo. Ça serait pas Ouais, bah, mais non, mais à un moment donné, je veux dire, ils ont tout le confort nécessaire. La patinoire, elle est incroyable, les infrastructures, c'est incroyable. Il faut commencer à gagner des matchs. Et puis ce soir, à Joie, tu penses que ça va se passer comment? Les gars, ils sont sur la phase descendante, ils ont perdu beaucoup de matchs. Lausanne va pas bien. Tu crois que les 10 premières minutes, va falloir y aller sur la glace parce que ça va frapper, hein. Et ils vont sortir les dents, sortir les crocs et ils vont tout faire pour gagner ce match-là. Et surtout, ils sont s'ils perdent ce match-là, ils perdent un peu le wagon avec Langnau-Lausanne. Ouais. Donc, ils commencent à s'éloigner. Et c'est vraiment le match très, très important pour eux. Donc, du coup, ce match-là, il va être très, très dur pour Lausanne. Moi, j'ai juste encore un truc. J'ai trouvé une statistique assez intéressante. J'ai vu que les statistiques d'un Frolic qui était là l'année passée, tout le monde était d'accord qu'il est arrivé hors de forme, qu'il n'était pas bon. Ben aujourd'hui, avec les statistiques qu'il aurait au point par match, il serait 3e buteur de l'équipe. C'est pour dire à quel point on n'arrive pas à tirer plein rendement des joueurs. Et au bout d'un moment, les joueurs, les qualités, ils les ont. C'est pas une équipe. À un moment, voilà, on donne du matériel à un entraîneur et qu'est-ce qu'il en fait? Parce que c'est quand même un peu facile de toujours accuser Svoboda à un moment donné, il n'est plus là. Et quelque part, maintenant, ce matériel, il est à disposition. La tâche, elle est dure, mais par contre, je veux dire, tu n'as pas des joueurs qui sont pas bons. C'est à toi de faire en sorte qu'ils performent. Et là, moi, je pense que Ward est évidemment responsable c'est son métier, il est payé pour ça, il a un contrat de 3 ans. Mais Foust aussi, hein. Faut arrêter de faire semblant, quoi. Bon, ce soir donc à Joie contre le Lausanne Hockey Club, Lausanne qui va essayer de faire des points, qui doit faire des points, et puis à Joie qui reste sur 6 défaites consécutives, qui va essayer de comptabiliser quand même quelques points. C'est vrai que le match sera intéressant, comme sera également très intéressant un match qu'on annonçait comme un véritable combat physique à l'époque, mais ça ne l'est plus tout à fait, même si Berne peut-être va devoir ressortir un peu les muscles pour avoir une chance de gagner contre Genève ce soir, non, Laurent? Ouais, bah alors, ouais, clairement. Et puis là, bah justement, ils vont avoir la même problématique qu'ils ont eu à Lugano. Genève joue depuis le début de saison comme ça, où ils utilisent beaucoup la permutation de postes dans la zone offensive. Ils utilisent la largeur, la protection de puck et tout. Donc c'est des longues possessions de glace, donc de puck, pardon. Donc il va falloir bien bloquer la zone neutre. Et ce que j'ai dit pour battre Genève cette année. Il faut être discipliné, pas prendre de pénalité, mais il faut jouer très très dur. Donc ce soir, Berne va jouer très très dur. On va avec Christian au match. Donc nous, à chaque fois, on n'est pas déçus. On a vu une quinzaine de matchs depuis le début de saison entre les matchs amicaux et les matchs de championnat à Genève. C'est un vrai régal. Mais ce que j'ai dit depuis le début, c'est que j'ai pas vu une équipe jouer très très dur contre eux. Alors l'arbitrage, on en a beaucoup parlé. Les joueurs sont un peu craintifs parce qu'on ne sait jamais comment on va être arbitré. Donc du coup, c'est vrai que si tu prends trop de pénalités, tu te fais tuer en powerplay parce qu'ils sont exceptionnels. Mais là, moi, je pense que la clé du match va être l'intensité du côté de Berne. Laurent? Ouais. Christian, pardon. Moi, si je peux ajouter, effectivement, si tu veux avoir une chance de gagner contre ce Genève-là, surtout avec le contingent de Berne, c'est vrai que le jeu physique, c'est très important. Après, tu ne peux pas jouer 60 minutes physique contre cette équipe parce que fatalement, au bout d'un moment, tu te prends des pénalités et ils finissent parce qu'ils ont des pipis tellement incroyables. Pour moi, le match parfait, entre guillemets, cette année à Genève, c'est Davos, mais pas parce qu'ils ont joué que physique, parce qu'ils ont été capables de faire le dos rond. Et franchement, à un moment donné, on aurait dit que pendant un tiers, ils jouaient en power play et c'était du 5-5. Mais ils ont été hyper intelligents, ils sont restés intérieurs. Donc, tactiquement, tu ne dois pas faire d'erreur. Tu dois jouer physique, mais pas trop, parce que si tu es pénalisé, ils te punissent. Et puis, en termes de qualité d'effectif, c'est clair qu'il n'y a pas photo. En ce moment, Genève, c'est beaucoup plus fort. Après, l'autre chose qui peut arriver, mais je ne pense pas que ça risque d'arriver, comme il m'a dit, des fois, Genève, quand ils jouent tellement bien, ils se mettent à ronronner. Et c'est là que Davos a été très malin, mais parce qu'il y avait aussi un gars comme Humbull. Et puis, il y a eu un coaching remarquable ce soir-là du côté de Davos, qui a su mettre ses bons jours au début du troisième tiers. Il a fait tourner le match. Mais c'est quand même très, très, très compliqué.
Ouais. Le 28 octobre dernier, Filippo, on a eu un Lugano Genève Servette. Genève Servette s'était imposé 3-2, mais Lugano menait 2-0 quand même dans la première période. Est-ce que Lugano avait trouvé partiellement la solution, selon vous? Selon moi, oui. C'était ce que je voulais dire avant. C'est vrai que peut-être, moi, je n'avais pas vu, excusez-moi, Genève-Davos, qui a joué très bien à Genève, mais c'est vrai que ce match de la fin d'octobre, Lugano menait 2-0 et c'était super mérité. Il a bloqué les Genevois, il a beaucoup patiné, il a toujours... Bon, ce sont les choses qu'il disait. Ouais, il y avait 40 tirs à 22 pour Lugano contre Genève à la fin du match, l'air de rien. Ouais. Mais à la fin, tu vois, c'est Genève qui a gagné. Alors, c'est vrai qu'en plus des qualités qui disait Christian, il faut aussi avoir le facteur C, comme on dit chez nous, ça veut dire la chance. Et je rajouterais sur ce match-là, Filippo, moi je l'ai regardé, je l'ai trouvé très organisé et Artikainen a mis un goal exceptionnel. Donc, il a fait tourner un petit peu le match. Et surtout, Lugano a été meilleur sur l'ensemble de la partie, mais physiquement, un petit peu à la fin, c'est un petit peu écroulé. Et c'est peut-être un lien avec ce que disait Muller sur leur préparation d'été, où on trouvait qu'ils étaient vraiment pas en jambes au début de saison. Ça a commencé à aller mieux, mais ils n'arrivaient pas à avoir des séquences de 60 minutes et d'être constants sur un match complet. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui avec le Lugano de ce match-là, où c'est la première fois que je voyais autant Genève en difficulté pour rentrer en contrôle avec la possession du puck en zone offensive. Ils n'avaient pas de chance. Et les 2 premières périodes, Lugano a été vraiment très, très bon. Oui, Christian? Ouais, juste pour dire, pour alimenter tout ça au niveau de la stat, c'est vrai que Lugano a fait un très bon match, mais il faut savoir un truc, j'ai trouvé des statistiques assez intéressantes. Pour vous donner une idée, au niveau de la Légion étrangère du côté de Genève, Omar, c'est 1 point toutes les 19 minutes, Artikainen toutes les 18 minutes, Filppula toutes les 15 minutes et Winnick toutes les 15 minutes. Ça veut dire que ces gars-là, avec une demi-occasion, ils font 1 point, quoi. Et du coup, même avec le match parfait, ils te punissent parce qu'ils ont un talent fou, ils ont une confiance, mais ils cartonnent. Donc, en termes d'efficacité, Genève, les étrangers, c'est de très loin ce qui se fait de mieux en Suisse. Et c'est en grande partie ce qui fait que c'est très, très compliqué d'aller. Merci. Oui, encore quelque chose à préciser? Non, c'est bon. On va parler peut-être de la dernière confrontation qui oppose un club tessinois à un club roman. C'est Ambry-Bienne. Vous commencez, Laurent? Ouais, je commence. Alors, nous déjà, vous savez qu'on adore Ambry, les 2 Lucas, hein, le Luca de Lugano et le Luca de Ambry. Et évidemment qu'on est très content qu'ils soient revenus parce que en début de saison, c'était tellement agréable d'avoir joué cette équipe. Et on est très content qu'ils aient gagné ces 2 matchs-là. Ça va être un match, c'est toujours un match particulier. Il y a le retour de Haas, normalement, qui sera aligné. Et ça change beaucoup de choses du côté de Bienne. Et la pression est vraiment du côté de Bienne parce qu'on vient d'avoir 4 défaites d'affilée, notamment ce retournement de situation à Cloton. Ambry est sur le bon train. Après, comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat du côté d'Ambry et qui ont intérêt à se faire voir du côté de Bienne. Hein, on en a déjà parlé. Donc, du coup, voilà, un match super intéressant. Et là, moi, je vois bien un match aller en prolongation. Ouais, vous voyez ça comment, Filippo? Parce que oui, c'est vrai, Ambry, c'est 2 victoires, Bienne, c'est 4 défaites sur les dernières performances. Selon moi, je serais peut-être trop précis, mais selon moi, Bienne n'a pas de chance ce soir. Ambry. Carrément. Non, c'est bien. T'as un avis tranché. Selon moi, Ambry a repris, disons, ce qui avait commencé avant. Tu vois, Ambry a perdu Haim. Et ça, on l'avait dit, on l'a noté. Mais dès qu'il a perdu Haim, si tu regardes les statistiques, je ne me rappelle plus parfaitement, mais il a perdu 4 matchs consécutifs. Puis bon, il y a les Neubühler qui ont progressé, qui se sont pris les responsabilités et tout ça. Et selon moi, maintenant, Ambry a repris pas encore l'équilibre qu'il y avait avant, mais c'est vrai qu'il a un dur week-end parce qu'il a bien à la maison et si je me rappelle bien, Zurich à l'extérieur. Et tu sais bien que Ambry, quand il joue avec les équipes big,
sort toujours les meilleures cartes. Christian? Ouais, peut-être dire encore une chose. Le match a lieu à Ambry. L'équipe est revenue. Ils ont 2 victoires consécutives. C'est toujours très compliqué d'aller gagner là-bas. Ensuite, moi, je trouve que en ce moment, bien, ils sont dans leur période un peu plus dure, mais est-ce que As va être à niveau parce qu'il a quand même pas joué depuis un moment? Et puis, l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'Ambry, on l'avait dit avant, mais c'est vrai que c'était une équipe qui avait besoin de la pause de l'équipe nationale pour récupérer les batteries. C'est quand même une équipe qui joue beaucoup à l'énergie. Et quand tu joues à l'énergie, que tu reviens, ça repart, tu sens pas la fatigue. Et en plus, moi, je pense que pour le duo Chereda Douka, c'est des gens qui se laissent jamais abattre. Et moi, je remarque un truc. Je pense qu'il y a quand même un discours qui passe dans le vestiaire. Et je pense qu'Ambry, effectivement, pour moi, ils sont repartis. Et ça va être compliqué pour Bienne, j'ai l'impression. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression. Bon, écoutez, messieurs, il nous reste 10 grosses minutes. Il y a encore quand même 2 ou 3 thèmes qu'avait évoqué Laurent tout à l'heure. Donc, je vous propose peut-être de refermer la page sur la soirée de championnat de ce soir. Laurent, vous aviez parlé d'un sujet assez inédit, assez intéressant tout à l'heure. Je vous laisse développer. On en a parlé avec Christian. Je vais laisser parler un petit peu Christian, puis je développerai après, notamment la personne qu'il a un petit peu. Il a parlé du coach de Montréal, donc que je connais puisque on a été adversaires, puis on a changé de club à un moment donné. Donc voilà, je vais laisser parler de Christian de ça, mais moi ça m'a vraiment posé beaucoup de questionnements et ça m'a vraiment dérangé en fait. Alors allez-y Christian. Ouais, alors en fait, pour situer, Pierre Gervais, c'est le chef maths de Montréal depuis 30 ans. Hein, et puis, c'est un petit peu le Jimmy Homer de Montréal et qui faisait surtout l'unanimité. En général, les chefs maths, s'ils durent, c'est parce qu'ils sont aimés, adorés, c'est des bons chefs maths. Et puis, voilà, après, il semblerait que sur le fond, il a écrit un livre où il raconte des anecdotes. Et il faut bien dire une chose, c'est que les 2 tiers du livre, je ne l'ai pas lu, mais semble-t-il, il est très intéressant, sauf que il est allé dans les choses qu'on ne peut pas dire. Il y a une omerta. On sait très bien qu'on ne peut pas commencer à dire des vérités qui ne doivent pas sortir du vestiaire. Et je pense que sur le fond, il y a aussi, il a écrit ce livre en partie aussi, en tout cas certaines anecdotes, en partie parce qu'il n'a pas été renouvelé dans son contrat, parce qu'il voulait un contrat de 3 ans pour finir sa carrière là-bas. Il n'a donné qu'une année. Et après, il faut encore situer le problème, c'est qu'on est à Montréal où on parle tellement de... Donc ça prend une ampleur incroyable. Il a officiellement fait une conférence de presse pour lancer son livre et il n'y avait aucun joueur des Canadiens de Montréal parce qu'il a fait des déclarations sur notamment Dominique Ducharme. Donc Ducharme, c'est clair qu'à la base, c'est un entraîneur qui vient d'Ombar, Laval, Club École, Ligue junior majeure, mais il a quand même un sacré palmarès. Hein. Je te ferai, il a gagné la Coupe Mémorial, il a gagné avec Hockey Canada, etc. Et en fait, il a fait une déclaration. Moi, je pense que ça se fait pas. Quand tu as fréquenté un vestiaire, tu dis pas ça. Il a dit que Ducharme, le journaliste lui pose la question si, à un moment donné, Ducharme a perdu le vestiaire, quand même dire qu'ils ont quand même été en finale de Coupe Stanley, ce qui n'était plus arrivé depuis 96, sauf erreur. Et là, lui, il a répondu que non seulement il n'a jamais perdu le vestiaire, mais en réalité, les joueurs ne l'ont jamais apprécié, ils n'ont jamais joué pour lui, que c'était en gros le boulet de l'équipe. Alors quand on sait que Ducharme, il cherche un job, déjà, ça, pour lui, c'est vraiment pas correct, ça se dit pas. Et c'est surtout des choses qui doivent rester dans le vestiaire. Après, il a fait la même chose avec Pacioretty. Il a dit que c'était pas un bon capitaine, qu'humainement, il n'était pas au niveau, que c'était pas un gars aimé par les gars. Même si ça peut être vrai, mais moi, je pense que ça se dit pas, ça doit pas se dire. Et puis après, il a dégommé Bergevin parce qu'il a dit que c'était un gars fantasque qui s'habillait comme un ado, etc. On ne peut pas faire ça. On peut pas. Et ça, c'est la fameuse histoire de les Indiens doivent rester des Indiens et les chefs des chefs. Et voilà, quand tout d'un coup, tu veux devenir le chef à la place du chef, ça ne marche pas. Et du coup, ça fait un sacré tabac. Hein. Tout le monde en parle au Canada. Et je trouve surtout que, voilà, quand tu as fréquenté un vestiaire, tu sais qu'il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Et ça, moi, je pense que c'est pas une bonne chose. Oui, un truc comme ça, Laurent, ça serait impossible en Suisse. Si, ça serait possible, mais si, je pense que ça peut être possible, ça dépend des situations, mais là, il y a de la frustration sur son contrat. Il demande quelque chose après 25 ans d'expérience dans l'organisation, il ne l'a pas, et du coup, il sort un livre, il annonce qu'il y aurait 10 joueurs des Canadiens de Montréal à présent à sa conférence de presse, il n'y a personne qui vient. Et moi, ce qui me dérange, c'est, je dis souvent,
t'as joué où, t'as gagné quoi, en quelle année, à quelle heure. Et du coup, là, il se permet de critiquer Dominique Ducharme. Dominique Ducharme, il a repris l'équipe, c'était une catastrophe. Hein, il les amène en finale. Et je vous parle de ce joueur-là, de cet entraîneur-là, parce que quand j'étais en Île-de-France, à Paris, je suis parti jouer à Toulouse. Et lui, il est arrivé en Île-de-France, il a pris la jouée anglaise, et puis on a joué la finale l'un contre l'autre. On a gagné le titre avec Toulouse. Et c'était un gars très, très bon sur la glace, très, 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 très fair play et un super leader de vestiaire. C'est-à-dire que quand je parlais avec mes ex-coéquipiers, puisqu'on a joué la finale l'un contre l'autre, après on se retrouve, on discute, hein, ils m'ont dit qu'il était incroyable dans le vestiaire, que c'était un gars exceptionnel. Et pour vous dire comment il est exceptionnel, il y a des problèmes en ce moment en Angleterre, au Pays Basque, où il a joué là-bas, et ils sont en Ligue Magnus, il y a eu une démission totale de la direction du board. Il était prêt à s'investir dans le club à distance pour donner son nom à l'organisation et les aider dans le développement des entraîneurs, etc. Donc, c'est quand même un mec qui a un aura et puis qui a fait des résultats avec une finale amené à Montréal en finale de la Coupe Stanley. Donc, quand le chef Matt, il se permet de juger la qualité d'un entraîneur, mais t'es qui pour faire ça? Et tu connais quoi au hockey Ouais. pour dire Bon, ça. donc, Ensuite, quand tu ça ressemble donc un petit peu de critiquer ton capitaine. Ouais. Ça ressemble un peu donc à des règlements de compte et officiellement on peut le dire, ce qui se passe dans un vestiaire reste dans un vestiaire. C'est vraiment la règle de base. Parce qu'alors, dans le milieu du hockey, parce que nous, on entend quand même beaucoup de choses. Hein. Je vous mets maintenant dans le rang des coachs, messieurs Ponty et Perroton. Par contre, Fritzi et moi, on est dans le rang des journalistes. Et je peux vous dire qu'on en entend des choses et qu'on pourrait en écrire des bouquins sur des choses qu'on n'osera jamais écrire, parce que finalement, c'est nous-mêmes, parfois, qui nourrissons cette omerta, si j'ose dire. Il y a tellement de choses qu'on pourrait écrire, qu'on pourrait dire et qu'on ne le fait pas. Alors, je vais vous répondre. D'ailleurs, la situation du Lausanne Hockey Club, les journalistes, ils ont une part de responsabilité pour moi, hein, parce qu'il n'y a jamais eu les vraies questions. Quand on a été à la conférence de presse, moi j'étais consultant pour Planète Hockey, donc c'est pas à moi de poser ce genre de questions, et puis et c'était déjà assez tendu. Mais quand on annonce la reconduction qu'on met directeur sportif John Fuss, on n'a jamais demandé quel projet sportif, combien d'années de contrat, pourquoi, comment, etc. Donc il y a toujours, on veut pas être blacklisté dans les clubs, donc on fait attention à pas poser les questions dérangeantes. Maintenant, vous me dites que vous avez souvent des retours, ça je le sais. Mais là, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui a été 25 ans dans l'organisation, qui était la nounou des joueurs. C'est le confident. Lorsque vous avez une babysitter à la maison, des fois, elle entend des disputes, etc. Il faut pas qu'elle aille sur la place du marché répéter ce qui se passe à la maison. Et c'est un petit peu la même chose. Et il y a des joueurs qui se sont confiés, peut-être que Dominique Ducharme, moi, dans tous les clubs où j'étais entraîneur, mon chef Matos, c'était quelqu'un de très, très proche de moi. Donc, il y a des choses que c'était des fois un défouloir. C'était des fois tu discutes avec lui, même si il n'a pas joué au hockey, il te donne un avis différent. Et puis c'est l'oreille du vestiaire et ça peut t'aider sans donner les noms des joueurs qu'on dit ça, etc. Donc moi, ce qui me dérange, c'est sa fonction qu'il a eue de confident et qui se permet d'écrire un livre. Et tout ça parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait au niveau contractuel. Et donc, du coup, il met en pâture certaines personnes. Et Ducharme, il a perdu son poste d'entraîneur et aujourd'hui, il cherche un poste d'entraîneur et il va dire, en gros, qu'il est incompétent et qu'il est nul, etc. Et on parle des Canadiens de Montréal. On n'est pas à Cergy-Pontoise. On parle des Canadiens de Montréal. Ça veut dire que ça a une portée immense dans le monde entier. Et c'est là où vraiment j'étais très très fâché de lire des bribes de ce livre et je l'achèterai pas parce que j'estime qu'il n'a pas à faire ça. Bon, et vous, Christian, vous allez lire les 2/3 que vous n'avez pas encore lus? Christian, est-ce que vous allez lire les 2/3 que vous n'avez pas encore lus? Non, alors bon, effectivement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, le paradoxe, c'est qu'il est en rupture de stock. Ça, c'est très malin aussi. Il y a aussi, justement, il y a deux choses dans ce qu'il disait Laurent, c'est que ton chef Matt, c'est une personne de confiance. Donc, si tu vas trahir la confiance des gens et que tu vas faire un bouquin, c'est juste inconcevable. Et ça, franchement, à mon avis, il a fait du tort aussi à sa profession. Ça, j'en suis convaincu. Et puis après, il y a encore une autre chose. Il va gagner de l'argent avec ce bouquin. Et il va gagner de l'argent en dégommant des gens. Moi, je trouve que c'est beau. Et quelque part, voilà, je pense qu'il y a des gens qui tueraient pour être à sa place pendant 30 ans.
Et ça, je pense qu'il a fait une erreur qu'à mon avis, on ne peut pas faire. C'est un des cas, je suis très déçu de ça. Parce que moi, en général, tous les chefs maths, on les aime bien parce qu'ils ne sont pas là par hasard. On sait très bien pourquoi il y a des chefs maths. Parce qu'être un bon chef maths, justement, c'est aussi, et c'est très important, être un confident. Et en fait, il a profité de certaines confidences pour faire un bouquin. Ouais. Bien, messieurs, on est dans le money time de ce premier bloc, les derniers instants de l'émission. Peut-être pour chacun une dernière remarque avant de clore les débats et puis de vivre évidemment une belle soirée de hockey aujourd'hui à partir de 19h45. Alors, on va commencer avec Filippo Frizzi. Petit quelque chose à rajouter ? Non, moi je suis curieux de voir ce qui se passe ce soir à la BCF Arena parce que après Lugano ne jouera pas demain ni dimanche. Mais il aura un match le prochain contre Zug. Alors, tu vois, chez nous, pour l'histoire, après une victoire, Lugano est revenu, et puis il y a la défaite contre Cloten, non, toujours les mêmes problèmes. Bien. Maintenant, ce sont 5 matchs consécutifs et 2 matchs, selon moi, sur Fribourg et Zug nous diront vraiment quel est le nouveau visage de Lugano. Selon moi. Merci Filippo. Un commentaire rapidement ? Je vois que vous faites signe, Laurent. Bien évidemment, ce match intéressant. Après, pour moi, il y a deux matchs très intéressants à voir ce soir. C'est le Ambri-Bienne et puis le Genève-Berne pour voir un petit peu la réaction. Et puis après, en bas de classement, évidemment, ce qu'on a parlé avant, le Ajoie-Lausanne. Et puis là, attention aux perdants. Ça va vraiment poser des problèmes au club qui va perdre ce soir. Et je rajouterais que dimanche soir, je rappelle que sur les Monts Bleus, on a le match, un très beau match, Zug-Zurich, le remake de la finale. En même temps, en face de nous, il y a Allemagne-Espagne en Coupe du Monde de football. Donc, ça sera un bel adversaire. Le choix est vite fait. Pour les passionnés pour de hockey, j'espère. En tout cas, voilà. Donc, nous, ce soir, on va à Genève et on espère voir un autre Berne qu'on a vu à Lugano. Ouais, par contre, Christian Ponty, lui, il va regarder Allemagne-Espagne. Bon, vive le replay. Non, alors moi j'aurais juste, je vais finir par une note un peu triste, mais c'est pour parler de la mort de Tony Salming. Pourquoi ? Parce que Tony Salming, déjà, il y a, je crois, 2 ou 3 semaines en arrière, vous savez qu'il était atteint d'une maladie congénitale et il est décédé donc il y a 2 jours. Björn Salming. Moi, je suis allé à Stockholm et quand tu arrives à l'aéroport à Stockholm, il y avait une immense photo de Salming. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Björn Salming, c'est le premier Suédois qui a joué en NHL. Et si vous allez voir des highlights de sa carrière, les gars, ils payaient très, très, très cher. Les Européens qui arrivaient au Canada et au NHL, ils se faisaient frapper. Et c'est un gars, il a continué d'être un grand joueur. C'était une méga star à Toronto. Et en fait, c'est vraiment un des précurseurs. Il est mort à 71 ans, mais il a fait une immense carrière en NHL. Et c'est surtout le premier Suédois qui a percé en NHL. Et c'est un grand monsieur, il est parti, on parle souvent de hockey, je pense qu'il fallait dire un mot là-dessus. Voilà, c'était le mot de conclusion de ce premier bloc version Before. En tout cas, merci messieurs encore une fois d'avoir participé à cette émission. On vous salue bien bas. Moi, j'ai une grande chance par rapport aux auditeurs, c'est que je les vois puisque on converse également, on se fait des signes là, comme ça par vidéo interposée. Merci messieurs. Donc cette émission se termine. Si vous avez raté le direct à 18h, eh bien il y a rediffusion d'ici très peu de temps à 20h, rediffusion de cette émission. Il y a également la chaîne YouTube. Ça, c'est pour faire plaisir à Christian Pontier. Puis on va encore se retrouver, bien entendu, lundi pour une nouvelle édition du premier bloc. Je l'espère pour la dernière fois dans des conditions techniques un peu compliquées. Mais enfin, voilà, c'est pas nous qui choisissons. Hein. On va saluer le médecin cantonal. Et puis, on parlera peut-être un petit peu plus de Fribourg. Enfin, on verra. Devrait normalement également nous rejoindre Michael Ngoy pour l'émission de lundi que vous retrouverez à partir de 20h. N'oubliez pas les Monts Bleus, c'est dimanche à partir de 19h30 avec le duel des Tset. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Laurent Perroton, merci à Christian Ponty, merci à Filippo Frizzi, c'était Philippe Ducarreau. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à lundi. Bye bye.